Amis téléspectateurs, voilà, nous sommes encore à Malabo. On fait une revue de presse. Une revue de presse, quand je parle de revue de presse, mais en image où on pose des questions aux leaders. Parce qu'en Afrique, nous avons besoin de leaders. Les leaders qui doivent être le moteur pour entraîner, drainer la masse derrière. Parce qu'on a parlé tout à l'heure de la politique des masses. La masse, où quand la masse se réveille, automatiquement, les Occidentaux qui sont de l'autre côté ont peur. Voilà. Alors, vous êtes ici, Monsieur Diao. Pour assister, bien sûr, vous avez assisté à cette remise des prix. Votre impression par rapport à ces prix UNESCO Obiangema? Oui, monsieur. Je commencerai par dire que ce prix, c'est la victoire vivante du panafricanisme sur les forces du mal. Vous savez très bien que ce prix a eu du mal à naître. Il a fallu que le président Obiangema, accompagné des autres présidents de l'Afrique, se joignent à lui pour promouvoir ce prix-là afin qu'il voie le jour. Et donc c'est la preuve même que le changement est possible. C'est la victoire du panafricanisme sur ceux-là qui ont toujours fait croire, qui essaient toujours de faire croire au monde que rien ne peut venir de l'Afrique. Et donc la jeunesse panafricaine dont je suis le représentant actif ici est content, se joint au peuple équato-guinéen, se joint au peuple d'Afrique pour célébrer ce prix. Célébrer ce prix. Alors on a vu qu'il y a eu 5 présidents. Moi, la mort d'Alam, je me suis dit, l'Afrique est encore loin d'être une Afrique intégrale, intégrée, et Afrique où on va avancer avec des présidents qui ont une certaine vision comme Muammar Kadhafi, comme le président de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo. J'étais vraiment mal par rapport à cela. Nous aussi, on s'est posé beaucoup de questions. Mais il y a eu des représentants. Le président Paul Biya du Cameroun a envoyé son directeur de cabinet civil, Martin Billingué-Boutou, le représenter. L'adhésion n'a pas suivi pour des raisons que j'ignore, mais je crois que ce qui s'est passé hier à Sipopo est révélateur. Ce qui s'est passé à Sipopo est instigateur. Et donc, je suis persuadé que les autres chefs d'État, qui jusqu'ici n'ont pas suivi le mouvement, seront contraints de le suivre. Parce que nous, la jeunesse africaine, nous allons les booster. Le président Obiangema vient de poser un acte, un exemple, qui doit servir aux autres chefs d'État. Et donc, il est question aujourd'hui qu'un lobbying se mette sur pied, pas seulement le lobbying politique, mais un lobbying populaire, un lobbying de pression. Il faut que les peuples, il faut que la jeunesse africaine exerce une pression sur leurs dirigeants pour que tous puissent converger vers le sens que prend la direction que prend le président Obiangema. Et donc, il revient à la jeunesse d'être acteur des mutations. Il faut qu'on cesse de subir. Nous devons devenir des acteurs et donc pousser nos dirigeants à aller dans le bon sens. Dans le bon sens demande à ce que vous soyez élus par 54 membres, je ne sais pas, le nouveau père en RDC. Dites-moi, la consécration, donc c'est une satisfaction pour vous? Oui, il faut déjà comprendre que le NOMOGEP, le nouveau mouvement de la jeunesse panafricaine, prône un panafricanisme des temps nouveaux. C'est-à-dire, nous ne voulons pas abannir ce qui a été fait par ceux-là qui ont créé la pensée panafricaniste. Nous voulons simplement accommoder le panafricanisme aux évolutions du temps. Et donc, j'ai été élu. Et pas nommé, hein? Non, pas nommé, élu. Et l'une des missions qui m'a été assignée, c'est de fédérer, de rassembler les énergies jeunes autour des idéaux du développement de l'Afrique. Et c'est dans ce sens que nous avons créé, à l'époque, le comité de soutien au président Laurent Gbagbo, parce que nous estimions qu'il était injustement transféré à la haie. Par la suite, nous avons mis sur pied le comité de restitution des biens de la Guinée équatoriale. Nous avons fait beaucoup d'émissions, nous avons organisé des manifestations et aujourd'hui les résultats sont là. Et maintenant, nous sommes sur le point de créer le Fonds africain pour l'entrepreneuriat jeune et dont le président Obiangema s'est porté garant d'appuyer ce fonds. Parce que nous pensons que dans les années à venir, c'est la jeunesse africaine qui doit être acteur de la construction de l'Afrique.
Mais vous courez plusieurs lièvres à la fois. Ne craignez-vous pas que vous allez vous perdre dans les conjectures? Ah mais non, l'Afrique a des ressources. La jeunesse africaine est formée, elle a des ressources. Je ne travaille pas seul. Il y a une équipe de jeunes dynamiques qui sont là pour suivre ces travaux et les porter à terme. Porte à terme, et c'est vrai que vous savez déléguer, vous êtes un battant, vous êtes un leader, mais en étant leader, on se voit on voit en Afrique qu'il y a des fuites de cerveau, des jeunes qui pensent, des chercheurs, parce que le président Uhuru Kenyatta du Kenya disait qu'il y a une fuite d'intelligentsia africaine. Alors, comment faire pour faire revenir ces Africains-là, nos jeunes nés dans la diaspora, deuxième, troisième génération? Oui, il faut déjà se poser la question à savoir pourquoi il y a des fuites. Vous savez, si je replonge dans l'histoire, vous allez comprendre que la fuite massive des cerveaux en Afrique s'est opérée entre 1984 et les années 2000. Simplement parce que tous les régimes africains avaient été mis sous ajustement structurel. Et donc ces régimes ne pouvaient plus répondre aux attentes des peuples, des populations. Et la jeunesse, cette jeunesse qui s'est formée dans cet intervalle de temps, soit devait aller à l'étranger, soit était sacrifiée de l'intérieur. Et donc, aujourd'hui, il faut penser une politique de retour. Il faut que ces jeunes reviennent sur le continent. Et à l'époque, quand j'étais étudiant en France, nous avions un mouvement. Nous avons rencontré le président Omar Bongo de l'époque, avec qui on avait mis sur pied le retour des cerveaux gabonais. Vous allez constater qu'entre 1999 et 2003, il y a eu à peu près 300 jeunes cadres gabonais qui erraient en France, qui sont retournés au Gabon. Et aujourd'hui, beaucoup sont des cadres dans l'administration, beaucoup ont créé des entreprises. Donc, il faut de la méthode pour aboutir aux résultats. Mais il faut surtout une symbiose entre la société civile africaine et les dirigeants. Mais croyez-vous, tout de suite, l'Occident a toujours manœuvré par la politique du diviser pour mieux régner. Ils ont toujours monté la société civile contre les dirigeants, et ils ont toujours monté les dirigeants contre la société civile. Donc, il faut faire attention. Notre génération ne doit plus retomber dans ces pièges-là, parce que nous avons les ressources nécessaires pour éviter ces pièges et reconstruire l'Afrique. Reconstruire l'Afrique. Alors, quand on parle de l'Afrique, on voit également les 3 derniers rapports publiés par la France. Le premier rapport, le rapport Vidrine, qui ramène 14 propositions, et remis le 6 décembre 2013 au président de la République, là où il y avait le sommet, le mini-sommet Afrique-France. Il y a eu le deuxième rapport, le rapport Bockel. Bockel qui parle sur les 4 propositions où l'Afrique est l'avenir de la France. Et il y a, pour terminer, le dernier rapport qui vient de sortir, le rapport Attali. Jacques Attali, c'est un rapport de la francophilie. Et derrière cela, on voit des velléités de remarcher sur l'Afrique en termes de néocolonialisme. Que pensez-vous de tout cela? Je pense, en tout état de cause, que la solution au problème de l'Afrique ne réside pas dans ces rapports que les autres pondent pour les Africains. Je pense que la solution, c'est le dernier sommet de Malabo, le panafricanisme. Nous devons faire fi de tous ces rapports, parce qu'aujourd'hui, nous avons l'expertise, nous avons des intelligences qui puissent donner à nos dirigeants des rapports sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour reconstruire l'Afrique. C'est de la recolonisation en marche. Parce que aujourd'hui, la France est asphyxiée, elle est appelée à disparaître dans les jours qui viennent, dans les années à venir. Et donc, elle joue sa survie, elle joue sa reconstruction économique et financière. Mais ça va être difficile, parce qu'aujourd'hui, grâce à cette intelligence africaine qui s'est mise sur pied, qui inonde l'Afrique, qui a inondé l'Europe et qui est en train d'inonder l'Asie et les États-Unis, les petits Européens eux-mêmes commencent par comprendre que leur survie dépend de l'Afrique. Ce n'est plus la survie de l'Afrique qui dépend d'eux. Donc nous devons prendre conscience de cela, et c'est en ça que réside le pouvoir de l'Afrique aujourd'hui. Parce que les Africains doivent comprendre que ce sont eux qui nourrissent la France, ce sont eux qui nourrissent l'Europe, ce sont eux qui font la force des États-Unis. Une fois qu'on l'a compris, c'est fini. La solution est là. Nous avons le pouvoir. Et ce pouvoir, c'est nos dirigeants qui doivent pouvoir traduire cette volonté du peuple dans le cadre des partenariats tissés, noués avec ces États. Et donc, aujourd'hui, je suis
plus qu'optimiste, plus que jamais. Je sais que la rédemption est possible, je sais que le changement est possible. Vous n'avez qu'à voir la Guinée équatoriale. Il y a 15 ans, ce pays, il n'y avait pas un seul kilomètre de goudron, mais 15 ans après, c'est le boom de développement. Et donc, il faut croire en l'Afrique. Et eux, ils croient en l'Afrique, c'est pourquoi ils pondent ces rapports. Malheureusement, beaucoup d'Africains ne croient pas en l'Afrique. Et c'est dommage. Notre mission, c'est d'amener l'Afrique, les jeunes Africains, à croire au continent. Parce que le continent africain, c'est l'avenir. Le continent africain va porter l'humanité. Porter l'humanité, l'humanité c'est l'Afrique. En l'an 2050, nous serions près d'1 milliard et ça sera une force bien entendu assez importante où les Occidentaux veulent disloquer en amenant des maladies comme Ebola, etc. Pour terminer avec ça, votre impression, est-ce que c'est une épidémie ou c'est quelque chose, on va rentrer dans la troisième guerre mondiale biologique? Je terminerai avec ça. Je vais vous dire, je commencerai par vous dire que l'Afrique a toujours été en guerre permanente. L'Afrique n'a jamais cessé d'être en guerre. On nous a toujours imposé des formes de guerre. Aujourd'hui, Ebola, c'est une guerre chimique, bactériologique, je ne sais pas comment je vais appeler ça, parce qu'on nous parle de la viande qui transmet Ebola. Mes grands-parents ont mangé de la viande. Depuis des siècles, ils ne sont pas morts, ça n'a pas contribué à décimer l'Afrique. Et donc, le message que je vais envoyer, et c'est en ce sens que je me dois de soutenir encore une fois de plus le président Biangema, qui a mis un accent sur la recherche. Parce que cette recherche, à très court terme, va nous éviter ce type de pandémie imposée par des forces du mal. Il faut l'appeler ainsi. Merci infiniment. Vous avez suivi Joao avec beaucoup de passion. C'est un africaniste, c'est un homme, c'est un journaliste, c'est un intellectuel qui a passé ses études, qui a passé un temps en France. Donc il a l'expertise, il a la planémétrie, il a l'image, il a tout ce qu'il faut pour pouvoir bâtir une vraie Afrique. Nous comptons à cette jeunesse-là pour la vraie Afrique. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur. Ouais.